Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour, du lundi au vendredi à 17h. Si vous nous suivez en direct sur Bismart TV, à retrouver bien sûr en replay chaque soir sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, des marchés qui poursuivent leur reprise d'oxygène après les records battus ces derniers jours sur de grands indices boursiers, des marchés développés notamment aux États-Unis, en Europe et au Japon. Des marchés en pause mais qui ne lâchent rien. On voit même d'ailleurs une petite séance de hausse, il faut le dire, pour les marchés européens et pour le CAC notamment, qui grappille 0,3% et qui se maintient au-delà des 7950 points en cette fin de séance. Séance qui aura été marquée par un agenda macroéconomique encore relativement léger en attendant les prochaines données d'inflation en fin de semaine aux États-Unis et en zone euro, et une séance qui a donc fait la part belle encore une fois aux résultats d'entreprise. On l'a vu au sein du CAC 40 avec Bouygues qui est la vedette du jour face à Eurofins Scientifique qui a plutôt raté sa publication. Vous aurez des détails dans un instant avec Pauline Gratel qui a suivi tous ces résultats d'entreprise. Et puis hors CAC 40, on notera la vedette du jour qui s'appelle GTT, le spécialiste des membranes pour les méthaniers et le transport du gaz naturel liquéfié, s'envole au sein du SBF 120 pour marquer un nouveau plus haut historique après ces 10 années de cotation pour GTT. Un bel anniversaire donc pour le groupe aujourd'hui. Voilà donc pour les sujets du moment. Les records boursiers à la une. Nous en parlons dans un instant avec nos invités de Planète Marché. Et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique, nous nous focaliserons sur les enjeux de gouvernance. La gouvernance qui doit être vue comme un actif à la source de la création de valeur pour une entreprise. Et c'est Caroline Ruellan, présidente de Songe Conseil, rompue aux enjeux de gouvernance, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Et les marchés qui ne lâchent rien. Le résumé de cette séance, c'est avec Pauline Gratel. La bourse de Paris est à l'équilibre aujourd'hui dans l'attente du corps PCE américain et des données d'inflation en zone euro attendues ce jeudi. Du côté des résultats d'entreprise, on attendait les publications de 3 entreprises du CAC. Commençons tout de suite avec celle de Bouygues. Le groupe fait état d'un chiffre d'affaires de plus de 56 milliards d'euros, en hausse de 26%. Le résultat opérationnel courant ressort à 2,4 milliards d'euros, en hausse de 19% par rapport à 2022. Le management met en avant la rapidité et la qualité d'intégration d'Equans, racheté à Engie en octobre 2022. Ces résultats sont applaudis par le marché. Le titre gagne 8% aujourd'hui et est en tête du CAC. Entre Bouygues et Eurofins, c'est le grand écart. Le groupe est plombé par la chute des tests Covid cette année et finit ainsi lanterne rouge du CAC après avoir enregistré une chute de 11% au cours de la séance après la publication de ses résultats. Le groupe fait état d'un bénéfice par action, d'une génération de free cash flow et d'un dividende jugé décevant par le marché. Et même si ces chiffres et prévisions sont conformes aux attentes, ce n'est pas assez pour les investisseurs. En un an, le titre plonge de 30%. Edenred, de son côté, fait état d'un EBITDA en hausse de 31% et d'un chiffre d'affaires en progression de 24% à 2,5 milliards d'euros pour 2023. Le problème, c'est le bénéfice net en recul de plus de 30% à 267 millions d'euros. Cette chute est attribuée au règlement d'une amende de 158 millions d'euros payée en 2021, mais imputée au compte de 2023. Le titre est en baisse de 4%. Or, indice phare, c'est l'anniversaire des 10 ans de cotation de GTT qui publie au passage ses résultats et fait état d'un chiffre d'affaires en progression de 39% à 428 millions d'euros. Le résultat d'exploitation du groupe ressort en hausse de plus de 45%. Pour 2024, les perspectives de GTT sont à la hausse. Les investisseurs applaudissent ces résultats et les analystes Dodo aussi, indiquant dans une note de réaction que ces chiffres permettent de fêter dignement les 10 ans de cotation en bourse de GTT. Le titre est en tête du SBF 120 et bondit de 10%.
Autre info à noter aujourd'hui, Shein envisageait une cotation à New York cette année, mais le groupe souffre de sa réputation, notamment concernant l'utilisation de travail forcé dans sa chaîne d'approvisionnement. Les régulateurs américains ont ainsi fait pression pour que Shein prouve l'intégrité de ses pratiques de fabrication. Finalement, selon Bloomberg, Shein envisagerait une cotation à Londres, estimant qu'il est peu probable que la SEC approuve son introduction en bourse. Demain aura lieu la réunion du G20 Finance. Les investisseurs prendront aussi connaissance de la deuxième estimation du PIB aux États-Unis pour le 4e trimestre, ainsi que des résultats de Eiffage et Worldline notamment. Tendance, mon ami, chaque soir, les infos clés du jour sur les marchés en ouverture de Smart Bourse avec Pauline Gratel sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Julien Kistreber est à nos côtés, gérant chez Taylor Asset Management. Bonsoir Julien. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci à Mabrouk Chetouane de nous accompagner également. Bonsoir Mabrouk. Bonsoir. Responsable de la stratégie marché globaux chez Natixis IM et Laurent Dédié à nos côtés également. Bonsoir Laurent. Vous êtes directeur général délégué chez Autingre Banque Privée. Loin de moi l'idée de reprocher au marché boursier d'atteindre de nouveaux records. On est plutôt content généralement de cette situation, mais c'est vrai que quand on voit autant de sommets franchis pour des indices majeurs, je le disais, aux États-Unis, en Europe, au Japon, c'est toujours un moment intéressant pour réfléchir un peu au niveau des prix qui sont atteints aujourd'hui. Et ce qui amène les prix à ce niveau-là aujourd'hui, Laurent, sur le plan fondamental, sur le plan technique également, qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui explique le niveau atteint par les grands indices européens, japonais et américains ? Je pense qu'il y a plusieurs phénomènes qu'on peut analyser. Le premier, c'est quelque part la concentration des valeurs. On parle tout le temps des 7 magnifiques aux États-Unis. Tout à l'heure, on en parlait hors plateau en Europe quand on se concentre sur les grandes valeurs que peuvent être ASML, Novo Nordisk, LVMH, Schneider ou encore SAP. Vous avez un MSCI Europe qui serait négatif. Donc, il y en a 5 qui ont contribué positivement pour rattraper les autres. C'est la même chose en Corée. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui au temps de concentration. Phénomènes qui sont en plus amplifiés par la liquidité technique, que ce soit la gestion passive, que ce soit les CTO et d'autres stratégies alternatives. CTA, oui. Voilà, ouais. Pardon, CTA. Et donc, aujourd'hui, on est vraiment dans un phénomène où tout va bien jusqu'à maintenant, et j'ai envie de dire, l'image me plaît bien de dire on est en train de danser sur un volcan qui commencerait peut-être potentiellement à se réveiller, c'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, il y a un phénomène qui s'appelle la volatilité qui va nous rattraper. La question c'est quand. Aujourd'hui, on ne voit pas d'événements majeurs le justifier, mais très clairement, à un moment ou à un autre, le marché risque de se faire un petit peu secouer. Ça ne veut pas dire qu'il va beaucoup baisser, mais en tout cas, il va y avoir un phénomène soit de rotation, soit de retour de volatilité. Donc, il faut acheter de la vol, quoi. Enfin, c'est une idée possible dans le marché, c'est d'acheter de la volatilité aujourd'hui. En tout cas, il ne faut pas la vendre. Faut pas la vendre. Ça, c'est certain. Et l'acheter, il faut trouver le bon point. Parce qu'en général, ça peut coûter cher d'avoir tort sur un timing. C'est quoi le volcan ? Enfin, je veux dire, vous dites, on danse autour d'un volcan. C'est quoi le volcan ? C'est quoi le risque d'éruption ? Il y a 3 mois, on se disait tous que les banques centrales allaient être aidantes cette année. Aujourd'hui, on se dit qu'elles vont probablement nous aider, mais dans des mesures très différentes. On attendait 6 baisses de taux de la Fed. Aujourd'hui, on se balade entre 3 et 4. Probablement, peut-être qu'avec l'atterrissage, ce ne sera même pas à 3, on verra bien. Et donc, il va falloir imaginer d'autres relais de croissance pour justifier que les marchés restent sereins. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on est dans la séquence microéconomique, on est dans la période des publications depuis environ 1 mois. Et les publications, que ce soit sur les 2 continents, Europe et États-Unis, elles sont de bonne qualité. Aujourd'hui, on attend 10% de croissance des bénéfices aux États-Unis. En revanche, en Europe, on n'attend plus que 5. Donc, on a révisé à la baisse. Donc, c'est en train de se dégrader et c'est logique, il y a des secteurs qui souffrent. Et quand on regarde les perspectives 2025, on a toujours des bonnes dynamiques. Donc aujourd'hui, tant que la micro vous êtes dans un bon phénomène de marché. Mais la micro, ça va bientôt se refermer et on va se retrouver face à un phénomène classique. C'est que de la macro, c'est les banques centrales. Ça, c'est à partir de la mi-mars. Et là, à ce moment-là, voilà, je n'ai pas envie de dire que l'adage du sell in May va encore fonctionner, mais on a bien démarré l'année. On a peut-être anticipé quelques événements. Voilà. Après, si on regarde en termes de relativité et de valorisation, il n'y a pas de signaux inquiétants en général. Quand je dis en général, c'est que j'exclus le marché américain et la partie la plus technologique du marché américain. C'est une grosse partie de l'iceberg quand même. Oui. Non, mais alors, beaucoup de gens se posent la question, le Japon, est-ce que c'est cher ? Ça vient de s'envoler, c'est retourné à ses pics de 40 ans. Le Japon, aujourd'hui, c'est 3 fois plus de bénéfices qu'il y a 40 ans.
Donc c'est pas le même multiple de valorisation, c'est certain, ça se paye 60 fois, ça se paye beaucoup moins aujourd'hui. Mais donc il y a des choses qui se sont passées. C'est clair qu'aujourd'hui, c'est trop tôt pour le dire, certains diraient le dot-com qu'on a connu dans les années 2000, que j'ai connu, c'était de la hype et ça gagnait pas d'argent. Aujourd'hui, l'IA, ça gagne de l'argent et c'est pas de la hype, ça va changer. D'ailleurs, quand vous regardez les calls des entreprises, il y a des banques qui l'ont fait. Moi, je me suis amusé à le regarder. Elles partent tous d'efficience, d'intelligence artificielle. D'accord. Et quand vous écoutez des dizaines de sociétés américaines, elles vous parlent de 20-30% de productivité à gagner sur l'investissement à faire. Donc ça veut dire qu'il y a encore une capacité à améliorer les marges importante. Certains analystes chez Morgan Stanley, alors qu'ils font un travail très délicat évidemment, mais estiment que l'IA, pour les EPS du S&P 500 2024, c'est peut-être 30 BP de plus, voire 50 BP dans un scénario un peu rosy, quoi. Il y a déjà, pour des analystes en tout cas, des gains potentiels en termes de résultats. Il y a des secteurs qui en bénéficient déjà. Ouais. Comment vous regardez la situation des marchés, Mabrouk, et je reviens au facteur banque centrale, et c'est vrai que le rallye auquel on assiste aujourd'hui, qui porte les indices boursiers à des sommets, est assez différent du rallye qu'on avait pu observer en fin d'année dernière, qui était fondé notamment sur l'idée, alors un peu bad news is good news, en tout cas que les banques centrales allaient devoir agir assez vite pour baisser leurs taux, et agir avec une ampleur quand même assez conséquente, et tout ça portait la revalorisation, j'allais dire, des actifs risqués des marchés actions. Là, le schéma est très différent puisque le marché n'a pas arrêté d'effacer des baisses de taux du calendrier. Le marché obligataire a un peu corrigé et le marché action, lui, continue bille en tête. C'est une histoire qui se répète. Donc, en gros, juste un petit rappel historique. L'an dernier, 2023, au mois de mai, même configuration, 4 baisses de taux anticipées, un rapport sur l'emploi très fort, indiquant qu'il y a finalement pas de problème sur le cycle américain. La croissance est toujours là. Si les entreprises effectivement embauchent, on a de la demande, on a des earnings effectivement qui vont être encore solides. Et donc, qu'est-ce que le marché a acheté ? La croissance. Et donc, c'est pas en effaçant finalement 4 baisses de taux, qui est ce qu'on appelle, pardonnez-moi l'anglicisme, un call hawkish, c'est-à-dire qu'en gros une espèce d'anticipation un peu moins, entre guillemets, une anticipation d'augmentation, de durcissement de politique monétaire implicite, que les marchés actions se sont vus effectivement sanctionnés. Pas du tout. Encore une fois, la thématique de la croissance, elle est présente et c'est ce que les marchés achètent partout. A raison, Mabrouk. Parce qu'elle est là, donc oui, non, on n'a mais pas dit qu'elle n'était pas là. C'est pas. Donc, oui. Les marchés achètent cette croissance micro qu'on voit dans les résultats, la croissance macro qui faiblit un peu aux États-Unis, parce qu'on ne pourra pas maintenir un niveau de croissance comme celui observé en 2023. Ça va faiblir, mais revenir finalement vers un niveau proche du potentiel. Le marché s'est tout simplement trompé dans l'interprétation du discours de Jérôme Powell le 14 septembre dernier. 14 décembre dernier. Ouais. On le disait, 6 baisses de taux, ça veut dire qu'on a quelque part une crise, mais la crise, personne ne la voit. Donc il y a un problème. À un moment donné, quelqu'un va se réajuster. C'est le marché. Et encore une fois, le début de cette émission, c'était Tendance, mon ami. Donc effectivement, on est dans cette thématique-là. Et le deuxième adage, c'est ne vous mettez jamais en face d'une banque centrale. La banque centrale, finalement, a toujours raison. Et donc quand la Fed vous dit 3 baisses de taux, là je rejoins effectivement, il y a une discussion aujourd'hui, mais est-ce que finalement on ne va pas converger vers seulement peut-être moins encore. Peut-être. Mais encore une fois, l'approche de la Fed est extrêmement intelligente, comme d'habitude, j'ai envie de dire. En donnant 3 baisses de taux, c'est comme si vous promettez à quelqu'un qui est en manque, un drogué, finalement, si vous lui promettez 6 baisses de taux que vous ne les faites pas, c'est la crise. Si vous lui promettez 3 baisses de taux que vous en faites une de plus, finalement, c'est moins grave. C'est beaucoup moins grave. Au contraire, c'est une bonne nouvelle. Donc, vous voyez, encore une fois... Surtout s'il y a de bonnes raisons de ne pas faire ces baisses de taux. Absolument. Et la bonne raison, encore une fois, c'est la croissance. La croissance, tout le monde la salue. Un autre exemple, prenons le cas, effectivement, on parle beaucoup du Japon, le cas de l'Inde. L'Inde, c'est effectivement une économie, certes avec d'autres problèmes, des difficultés, mais c'est une économie qui est au sein de la zone asiatique. Il n'y a aucun doute sur le fait que ça génère de la croissance. Beaucoup plus qu'en Chine, en tout cas, d'une part, et pour des raisons, entre guillemets, endogènes positives. Alors qu'en gros, la Chine, ça génère de la croissance, c'est parce qu'il y a un soutien budgétaire. C'est pas forcément une très bonne solution. Donc, en tout cas, vu la situation, le contexte chinois. L'Inde, ça génère de la croissance. L'Inde, il y a aussi un petit biais tech, d'accord ? Donc, mes résultats des courses, on a les 2 facteurs, entre guillemets, qui poussent les marchés à la hausse, qui sont combinés au sein du même marché, le marché indien, ça progresse. Donc, vous voyez qu'effectivement, on est dans une thématique où good news is good news, là on le prend comme tel, et il n'y a pas finalement d'interprétation à avoir finalement sur la politique monétaire qui serait finalement comme ceci ou comme cela, non.
tout est bien dans le meilleur des mondes. Il y a une limite ou pas quand même au schéma good news is good news, c'est-à-dire de trop bonnes nouvelles. Est-ce que ça peut raviver une psychologie de marché qu'on a vu également à la sortie du 3e trimestre américain, quand on a vu les chiffres explosifs de la croissance, qu'on a vu le choc de taux réels sur des taux longs qui revenaient à 4, 4,5, 5%. Le marché action à un moment a assez peu goûté cette affaire. Alors ça c'est vrai, mais quand on regarde en fait, ce qui est assez marrant, j'ai fait le graphique. Là c'est même plus le no landing, c'est Oui, non, mais là, c'est la réaccélération de l'économie américaine. L'économie américaine, on a l'impression qu'elle défie la gravité. Enfin, c'est assez hallucinant. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que quand vous regardez le niveau des taux, donc à 5% effectivement, et les anticipations de politique monétaire, donc effectivement, tout convergeait, enfin tout s'était entre guillemets resserré. Là maintenant, si on fait exactement le même calcul, qu'on regarde le niveau des taux par rapport à ce qu'anticipent les marchés, on a 80 points de base de taux en moins. Donc ça veut dire qu'en gros, le marché a quand même bien compris quel était finalement le cycle américain. Donc ça va effectivement ralentir, mais de manière totalement modérée, ce qui ne va pas remettre en cause sinon la croissance des bénéfices. 10%, on le citait tout à l'heure, 24% pour le Nasdaq attendu, et beaucoup moins effectivement pour l'Europe. On est à peu près, je crois pour le Japon, autour de 7-8%. Donc vous voyez qu'encore une fois, le monde plébiscite, enfin les investisseurs plébiscitent la croissance et la tech. Donc si on n'est pas là-dedans, bon, c'est un peu compliqué. Bon, on achète la croissance, on achète la tech. Vos commentaires sur ce qui a été dit, Julien, puis je veux bien qu'on revienne aussi, croissance et tech, ça nous amène à rediscuter quand même de ce phénomène de concentration qu'on observe sur la plupart des grands indices. Est-ce que c'est un new normal ? Est-ce que c'est supportable, tenable dans le temps ? Ou est-ce qu'il y a une forme d'exubérance derrière un groupe de quelques dizaines de valeurs mondiales qui font le marché aujourd'hui pour des gestionnaires d'actifs ? Je peux imaginer que ce n'est pas une situation toujours confortable. C'est pas confortable dans le sens où on a tous des règles de diversification dans les portefeuilles, donc c'est sûr quand il y a une forte concentration, c'est plus compliqué, ça c'est sûr. Pour revenir plus sur le sujet de la valorisation, finalement, oui, il y a de l'exubérance, mais encore une fois, on est sur des sociétés qui ont un niveau de rentabilité qui est très bon. On a quand même un taux de transformation qui a l'air d'être assez rapide. Quand on voit le discours des entreprises, elles partent toutes de l'intégration de l'IA et de manière assez rapide, et c'est assez logique, puisqu'on va vers elles en disant vous allez investir, mais vous allez avoir des gains de productivité très rapides. Dans un moment en plus où il y a une crise de la main-d'œuvre, donc c'est quand même intéressant d'avoir des solutions alternatives. Donc finalement, le trend, il est là, il est assez structurel, il va être assez rapide, contrairement à Internet, où on a été longtemps à chercher des modèles économiques. On voit que là, ça va être très rapide. Et puis on voit toutes les semaines, enfin peut-être pas toutes les semaines, on voit régulièrement des nouvelles technologies qui sortent. Sora pour faire les vidéos, on voit des choses quand même... les applications et les usages se démultiplient à vitesse grand V, oui. Donc clairement, on voit qu'il y a un usage qui va être rapide. Après, la question est toujours la même chose. Est-ce que c'est soutenable ? On parlait d'NVIDIA à un moment. Est-ce que c'est toujours une valeur cyclique ou plus une valeur cyclique ? Ouais. Donc ça, c'est un débat. En 2022, alors certains disent qu'il n'y a plus de cycle. Bon, en 2022, personne n'en voulait. C'est vrai. C'était à des niveaux qui étaient extrêmement bas. On voit quand même qu'il y a d'autres acteurs qui travaillent sur des solutions alternatives comme Google ou Microsoft, justement pour ne pas être trop dépendant de NVIDIA. Donc globalement, il y aura forcément de la concurrence. Toujours la même chose. Quand vous êtes sur un marché où il y a trop de marge à se faire et trop de croissance, il y a d'autres acteurs qui vont venir investir pour y aller. Et pour le coup, ils ont les moyens de le faire au vu de leur taille. Et là, c'est une concurrence qui va être entretenue parce que très souvent, avec l'histoire des plateformes notamment, c'est le gagnant remporte oui. La mise. Là, vous dites, il y a quand même une concurrence technologique qui sera même organisée par les grands acteurs et les clients de NVIDIA, qui ont les moyens de faire monter cette concurrence. Exactement. Donc eux, ils ont tout intérêt, en tout cas, à avoir des alternatives. Bon, pour l'instant, on ne le voit pas, mais clairement, il y aura forcément de la volatilité. Maintenant, c'est vrai que ceux qui sont sur la partie usage, donc je pense plus à des Microsoft, par exemple, Là, ils sont en train de créer un tel écart par rapport aux autres acteurs que ça va être compliqué de venir les chercher. Et puis d'ailleurs, ça rejoint un peu les débats sur la productivité Europe-États-Unis. Effectivement, les Américains investissent beaucoup en R&D, ils ont un marché unifié, large, ils ont une demande qui est forte, donc ils investissent plus. On rajoute sur la partie industrielle l'IRA qui accélère encore ce phénomène d'investissement. Et effectivement, dans des activités où la taille compte de plus en plus et votre capacité à investir, oui, vous créez l'écart par rapport aux acteurs européens qui sont plus petits, qui ne sont pas capables d'investir autant, qui n'ont pas un marché aussi profond.
Oui, winner takes all, comme on dit parfois. On est un peu dans ce trend-là. Et les valorisations, si on regarde par exemple à Microsoft, juste pour donner les chiffres, on est à 32 fois les résultats, on est à 25, 28 sur les 5 dernières années. Il y a une petite prime, mais c'est pas non plus des choses qui sont complètement aberrantes à ce stade. Comment l'IA se diffuse d'un point de vue bottom-up là, enfin, quelles sont les boîtes qui parlent de l'IA? Est-ce que ça reste quand même un truc de tech, de techies, de boîtes de tech avant tout? Ou est-ce qu'on retrouve désormais des discours et des évidences dans des secteurs plus traditionnels qui s'emparent rapidement de ces outils? Tous les acteurs du service en parlent, évidemment. Alors, Téléperformance pour le meilleur ou pour le pire, parce qu'on se pose des questions sur leur position de marché à terme. Ipsos aussi, clairement qu'ils l'utilisent. Et puis, les banques, naturellement. La tech, il y a eu SAP qui a parlé de 8000 salariés sur 100 000 qui devraient évoluer d'une façon ou d'une autre avec l'intégration de l'IA. Donc, on est sur des choses quand même assez massives et assez rapides. Et c'est vrai que on est dans le monde dans l'univers du buzzword, donc en ce moment, toutes les publications, tout le monde vous parle de l'IA, de ce que ça va apporter comme gain de productivité. Et donc, en tout cas, ce qui est vraiment important, je pense avoir en tête, c'est que la phase d'adoption va être très rapide. On le voit, en tout cas, les discours sont très volontaristes à ce niveau-là. Et donc, du coup, on va avoir des effets dans les marges assez rapidement. Pourquoi c'est plus rapide ? Pourquoi c'est plus rapide que l'exemple précédent qui était Internet, quoi. Internet, c'est un peu différent. C'était un nouvel usage pour le consommateur. Là, c'est du B2B. Je suis une entreprise. On vient me voir avec une solution où j'ai des gains de productivité immédiats. Je veux dire, c'est quand même beaucoup plus simple. Comme vous disiez, avec une tension sur le marché du travail, les marchés du travail dans le monde. En général, donc il y a un double intérêt, en tout cas, à aller vers ça. Il y a une incitation très forte à investir dans ces Ça pose quand même une question, c'est en gros les entreprises. Alors moi, effectivement, ça fait toujours partie du discours. Quand est-ce que l'IA va commencer à déferler sur les gains de productivité à l'échelle macroéconomique? Bon, ça, il y a une vraie question, et on va dire les économistes ont tendance à dire attention, ça va prendre plus de temps, puisqu'encore une fois, ça pose la question de l'organisation en fait de nos entreprises. Et c'est pas parce qu'on a un nouvel outil qui nous permet de faire des reporting à la vitesse de la lumière qu'on va être beaucoup plus efficient. Donc en gros, la question est vraiment fondamentale. Et à mon sens, tant que la question de nos organisations, mais que ce soit au niveau des entreprises ou même dans nos vies, puisqu'on dit que finalement l'IA va révolutionner beaucoup de choses, y compris dans nos vies quotidiennes, et bien tant qu'on n'aura pas véritablement vu en fait où est-ce que ça va porter ses fruits, ça va encore prendre un petit peu de temps. Donc c'est pour ça que pour le moment, les gains de productivité qu'on voit aux États-Unis n'ont strictement rien à voir avec l'IA. Je comprends. C'est uniquement, vous l'avez cité, donc l'IRA et tous les plans qui ont été mis en place qui permettent aux États-Unis, parce qu'on parle de productivité apparente du travail, de produire autant avec moins de monde ou de produire un peu plus, entre guillemets, avec autant de monde. Donc c'est un peu ça l'idée. Et la question fondamentale qui est les difficultés sur le marché du travail qui sont persistantes en Europe comme aux États-Unis, vont poser un problème à un moment donné. Encore une fois, si on revient aux banques centrales, l'inflation ne va pas baisser tout de suite. C'est un sujet qu'on a un peu trop évacué. Et le marché, pourquoi il reprice aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'il réanticipe plus de hausse de taux? Parce qu'il se rend compte que l'inflation ne baisse pas. En tout cas, moins de baisse de taux. Moins de baisse de taux, parce que l'inflation ne baisse pas autant qu'il l'avait en tout cas anticipé. Et donc cette non-baisse de l'inflation, quelque part, mais c'est positif aussi pour les entreprises, puisque s'il y a de l'inflation, c'est le meilleur allié des actions, c'est le pire ennemi des obligations. Je reprends quand même sur Nvidia la question de savoir si ces boîtes-là sont encore cycliques. On a tous connu dans les semi-conducteurs effectivement des phénomènes de boom-bust permanents, stockage, déstockage, etc. Est-ce que quand même, avec l'incitation à investir dans ces technologies qui nécessitent ces composants-là aujourd'hui, est-ce que quand même ça permet de lisser un petit peu la cyclicité de ce secteur aujourd'hui ? Sachant que le secteur est en feu, le SOX américain, l'indice sectoriel est au plus haut. Il y a une explosion de la demande aujourd'hui, donc forcément on peut se dire qu'il y a un cycle, c'est normal, on l'a déjà vécu pendant d'autres périodes. Mais il y aura un moment de surcapacité. Forcément, mais encore une fois, je ne dis pas que ça va arriver dans Non, c'est ça la question, c'est ça. On a encore un peu de temps, d'accord. Ça arrive. Jensen Huang, il dit, il donne une guidance sur le prochain trimestre, la guidance au sens officiel marché. En revanche, sur les 2 prochains exercices, il essaye de donner un peu la tonalité. Il dit, le rythme de croissance qu'on a aujourd'hui, on peut envisager de le soutenir encore, peut-être, pour 1 ou 2 exercices. Tant qu'il n'y a pas de vrais concurrents. C'est ça. Et ça lui, c'est son horizon de temps. Tant qu'il n'y a pas de vrais concurrents, il n'y a pas de raison que les choses changent, puisque la demande est là, ils ont une capacité à augmenter les prix assez facilement, au-delà de l'effet volume. Donc j'ai envie de dire, tout va bien. Et c'est une bulle ou pas, alors ?
À ce stade, au sens marché du terme, non, parce que quand on regarde la valorisation d'NVIDIA, on n'est pas sur des choses non plus qui sont complètement délirantes à ce stade. Alors, c'est bien valorisé, certes, mais vous avez une position de marché, vous avez une dynamique qui est extrêmement forte. Et puis, il ne faut pas oublier que... Alors, on avait un débat, gérant, faut-il être contrariant ou trend follower ? En ce moment, bon, clairement, si vous n'êtes pas trend follower, c'est quand même un gros problème. Donc, il faut, aujourd'hui, le marché, c'est le fameux concours de beauté éternel, c'est l'IA aujourd'hui. Il faut être dedans, et effectivement, on n'est pas sur des boîtes qui sont en perte, qui peuvent afficher, en tout cas, avoir des situations bilancielles compliquées, et qui, factuellement, font de la croissance rentable. Pourquoi il faut quand même regarder attentivement ce qui se passe? Vous disiez tout à l'heure, Laurent, voilà, je mets de côté le marché américain, et dans le marché américain, la partie la plus chaude de la tech. Alors, je vais m'autoriser 2 droits de réponse Bien sur 2 sujets qui bien m'ont sûr. plu. Le premier, Mabrouk a tout à fait raison quand tout à l'heure il a dit good news is good news, mais il vient d'appuyer sur un point très important, c'est l'inflation. Souvenez-vous, il y a eu une première secousse il y a quelques semaines parce qu'elle n'est pas rentrée entre guillemets là où on le souhaite. S'il y a encore 1 ou 2 ou 3 statistiques dans les mois qui viennent où elles montrent qu'elle continue à frémir ou à rester éveillée, ça peut être pas un tremblement de terre, mais un vrai réveil pour le marché. Oui. Et donc, attention au good news is good news, parce que si ça réaccélère et que l'inflation montre qu'elle va pas dans la trajectoire, là, tout d'un coup, ça peut bouleverser beaucoup de choses. Et sur le phénomène de bulle, j'ai envie de dire quand même que quand on regarde la valeur de certaines boîtes américaines, je peux comprendre le rationnel. 25 ans d'expérience me font dire que peut-être que dans 18 mois, on aura peut-être envie de parler différemment de ces sociétés et qu'elles arrivent peut-être un petit peu à se rapprocher d'un début de phénomène de bulle. On en est très loin, mais bon, voilà, c'est quoi, 45 fois le trailing sur le Nasdaq. Bon, voilà, alors on a connu plus de 100 fois pendant la bulle Internet. Mais il commence à y avoir des petits ingrédients qui vous disent, voilà. Et puis, je rappelle quand même une chose, en tout cas, moi, c'est ce que je fais pour ma maison. Donc, on est des gérants d'actifs actifs. Et c'est pour suivre le trend, j'ai envie de dire que les gens qui nous écoutent fassent de la gestion passive et ils n'ont pas besoin de nos conseils. Ouais. Donc moi, je suis là pour leur apporter de la valeur ajoutée avec de la gestion d'actifs active. Comment on est exposé à cette thématique en faisant un travail de je pense que maintenant, il faut regarder la dérivée seconde, c'est-à-dire qu'on a bien identifié tout le cycle des semi-conducteurs, donc tout le monde l'a joué, que ce soit TSMC, Nvidia, SML, etc. La chaîne a été faite, donc maintenant, il faut regarder où ça peut avoir des impacts et qui peuvent être les gagnants. Il y a une industrie aussi qui a bénéficié de plusieurs phénomènes, mais on n'a pas parlé de l'industrie financière au sens large, que ce soit les banques ou l'assurance ou l'asset management. Il y a des choses à faire, il y a des gens qui investissent, il y a des gens qui ne prennent pas le train en route ou qui vont le prendre à la 2e ou à la 3e gare. Donc je pense qu'il y a des choses à regarder dans l'industrie financière, dans les softwares, bien sûr dans les biens et les services, dans la santé. Ouais. Voilà, ça va aller très 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 vite demain. Donc pour les opérateurs qui auront cette capacité à détecter les bonnes molécules avec les bons segments et avec ce big data renforcé par l'IA aujourd'hui, on peut aller beaucoup plus vite. Ces plateformes vont permettre de générer probablement des profits et des go-to-market. Moi, je voyais des experts qui me disaient entre le début d'une recherche et une phase 3, un lancement sur le marché, en gros, il fallait jusqu'à 10 ans. Ouais. Ils estiment qu'ils vont pouvoir réduire ce temps d'environ 1/3 demain. C'est énorme. Ça veut dire que c'est merveilleux pour le citoyen, pour les humains. Bien sûr. Et donc, c'est quand même un avantage très... Voilà, peut-être que ça sera de la moitié, peut-être que ce ne sera pas du tout, j'en sais rien. Ouais. Aujourd'hui, ils estiment qu'ils peuvent réduire entre 3 et 3 années et demie le go-to-market d'une nouvelle molécule. Ouais. Donc, c'est ces choses-là qu'il faut commencer à regarder. Il ne faut pas sortir du trend. Et quand on est dans le trend, et je le rejoins, il faut essayer de mettre à côté des stratégies de protection, de barbellisation, les Anglais diraient en anglicisme du barbell, c'est-à-dire des protections qui peuvent à un moment ou à un autre venir vous donner de la performance si jamais ça déraille sur le trend. Et c'est quoi en face, c'est quoi le barbell en face de Nvidia quoi? Donc un peu d'obligataire court terme, parce que on évite de s'exposer sur 2-3 phénomènes. Bon, risque de crédit non, mais risque de duration, sait-on jamais, sur les taux. Donc un peu de monétaire et un peu d'obligataire court terme, ça vous permet entre guillemets d'avoir un peu de sérénité dans le portefeuille si jamais il y a des mouvements et des secousses sur la partie equity, si le trend un jour se casse. C'était intéressant, la conférence de Jensen Huang, le patron de Nvidia la semaine dernière. On lui fait remarquer évidemment à chaque fois, maintenant 40% de vos clients, c'est plus les gamers du coin de la rue qui achetaient des cartes graphiques déjà très très chères, mais qui étaient quand même un client retail, individuel, etc. Là, c'est les GAFAM, c'est 40% encore de ses facturations aujourd'hui, mais il dit attention, ça monte très très vite dans le secteur des services financiers, dans le healthcare, dans l'automobile. Là, je vois déjà des dépenses de
plusieurs milliards pour s'équiper en puissance de calcul dans ces secteurs-là aujourd'hui. Donc, la base de clients est en train de se diffuser au-delà des seuls fournisseurs de cloud, pour dire les choses. Exactement. Et les sociétés qui ont des bilans sains, qui ont des positions qui sont solides, et donc qui transforment leurs résultats en cash flow, ont cette capacité à investir, et comme souvent à recréer des écarts dans des phénomènes soit de disruption, soit économique, de retournement. Mais là, on est plus dans la disruption. Il y a des gens qui investissent plus tôt et plus vite. La question que je remets sur le devant de la scène, question Banque Centrale, Mabrouk. Non, mais à un moment, on se l'est posé cette question, et puis c'est vrai que le marché a considéré ensuite qu'il y aurait une forme de coordination, que le calendrier de la BCE et de la Fed pouvait être le même. Si je suis le scénario un peu alternatif d'une Fed qui n'aurait pas besoin de baisser ses taux aussi vite que ce qu'on imagine aujourd'hui, partant d'un marché qui estimait qu'il fallait commencer en mars pour 150 points de base, à un marché qui estime que maintenant 3-4 baisses ce serait suffisant à compter du mois de juin. Si on est encore dans l'idée de décaler, pourquoi pas peut-être une première baisse à juillet pour la Fed, voire septembre, qu'est-ce qui se passe du côté de la Banque Centrale Européenne ? Alors, c'est une excellente question. Certains disent effectivement, attention, pas beaucoup de croissance, ça forcerait la BCE à baisser ses taux, et puis finalement, on bénéficierait par le canal du change d'un petit boost sur les exports. Bon, alors ça, effectivement, il faut tout de suite plier cet argument, parce que on ne peut pas faire croître, on voit d'ailleurs en Allemagne ce qui se passe, c'est un désastre. On ne fait pas croître les exportations, ça ne sert à rien effectivement de faire baisser le taux de change lorsque effectivement les exportations en volume au niveau mondial ne progressent pas. Donc ça ne sert à rien d'essayer de jouer sur le canal du change. Ça, la BCE le sait parfaitement. La BCE sait également, et ça a été publié dans son bulletin du 12 février, pardon, j'ai un problème avec les mots aujourd'hui, du 12 février dernier, globalement, ils font toute une étude, et ça a été mentionné par Christine Lagarde, le fameux Wage Tracker qu'ils sont en train d'essayer de diffuser, montre que la progression des salaires attendus finalement en zone euro, et notamment parlons des pays cœurs, la France et l'Allemagne. En France, fin 2024, on finirait autour de 4%, en Allemagne, on finirait autour de 6,5%. Bon, donc du coup, ça veut dire qu'on a quand même une pression salariale forte qui va venir alimenter, à un moment donné, l'inflation. Rappelons que le mandat de la BCE, si on n'est pas un peu trop dogmatique, la BCE est devenue beaucoup plus pragmatique qu'elle ne l'était effectivement en 2010, on a aujourd'hui un mandat qui est centré sur l'inflation. La croissance va se stabiliser. Alors quand globalement, on a eu une année très mauvaise l'an dernier, et ça va se stabiliser autour d'un niveau relativement médiocre. Mais c'est pas, encore une fois, on n'est pas en récession. L'inflation étant toujours un problème, il n'y a pas de raison pour voir la BCE baisser tout de suite ses taux. Et puis, j'aime à dire, en fait, quelque part, si jamais finalement on remet l'histoire du change au milieu de cette affaire, la BCE préfère effectivement importer de la désinflation via effectivement un euro plus fort que d'importer de l'inflation. Donc, au fond, j'ai envie de dire, il n'y a pas de raison de se presser. Le marché commet des erreurs finalement sur les anticipations de banque centrale, c'est flagrant finalement depuis le début de l'année, il se repositionne, il recalibre, c'est pas du tout dommageable, on l'a dit, pour le marché action. C'est plus dommageable pour le marché obligataire par ailleurs, mais néanmoins, le mandat d'une banque centrale, c'est de faire en sorte, encore une fois, de lisser le cycle et de faire en sorte que les pressions inflationnistes reviennent finalement vers un niveau conforme. Alors, on ne sait pas trop où est ce niveau, tout le monde dit 2%, mais globalement, c'est entre 2 et 3. La BCE ne sera pas dogmatique sur son 2%. Globalement, non. Donc, elle le sait parfaitement. Ça ne sert à rien essayer de gagner, de grappiller finalement quelques dixièmes de points de base sur l'inflation au prix finalement d'une récession. Ça, c'est inutile. Donc, restons pragmatiques, et globalement, les banques centrales savent ce qu'elles font. Elles baisseront les taux d'intérêt directeurs lorsque ce sera nécessaire. Et la Fed le fera sans doute. Nous, on avait anticipé, on avait mis dans notre scénario central juin, on avait une hésitation pour juillet, on s'est dit mais là on est vraiment hors consensus au début d'année, finalement on l'est pas tant que ça finalement, et pour la BCE on estime que ça va se faire d'ici la fin de l'année. Il y a toujours cette d'accord, donc il n'y a pas de d'ici la fin de l'année que la Fed décale sa première baisse de taux encore un peu éventuellement, c'est pas un souci pour le calendrier que vous avez en tête pour la BCE, quoi. Mais si la Fed procède à sa première baisse de taux au mois de juin ou au mois de juillet, la BCE peut le faire effectivement au mois de septembre, ça lui laisse effectivement la possibilité de calibrer sa politique monétaire. En fait, ce qui est assez drôle, c'est que tout le monde dit oui, il y a toujours un décalage cyclique entre la Fed et la BCE, entre les États-Unis et la zone euro dans un sens. Évidemment, ce décalage cyclique n'existe plus dans l'autre sens. Non, à un moment donné, il faut rester sérieux. Il n'y a pas de raison effectivement pour voir aujourd'hui la BCE baisser tout de suite ses taux d'intérêt
d'intérêt directeur. Le problème de l'inflation, en fait, n'est vraiment pas réglé. Enfin, j'invite encore une fois nos auditeurs à écouter le discours de Mme Schnabel, qui est parfaitement clair. L'inflation est toujours effectivement assez visqueuse, comme on le dit. Donc, il y a toujours des rigidités, notamment sur le côté des salaires. On l'observe également aux États-Unis. Et encore une fois, pas de raison de se presser. Le risque, encore une fois, c'est de se dire, si jamais les banques centrales baissent trop vite, d'accord, elles risquent effectivement d'envoyer un mauvais signal au marché, se dire finalement on s'est trompé et repartir dans l'autre sens. Bon, là, effectivement, c'est un scénario improbable. Mais globalement, c'est un peu ça le risque. Et personne ne veut, entre guillemets, jouer au yo-yo sur les taux d'intérêt. Bon, et vous dites une BCE qui commencerait à baisser en septembre, finalement, ça ne changerait pas grand-chose à la croissance attendue pour cette année. Qu'elle baisse en juin, juillet ou septembre. Non, mais on le voit, les canaux de transmission, là aussi, c'est symétrique. Donc, globalement, on a dit, oui, il y a des délais de transmission de la politique monétaire qui vont dans un sens. Il n'y a pas de raison que ça n'aille pas dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'en gros, on a mis 12 à 18 mois avant de voir effectivement les taux impacter de manière assez, on va dire, visible le cycle. Ça va prendre aussi un peu plus de temps, enfin, ça va prendre du temps avant de voir ces baisses de taux impacter le cycle. Donc, qu'elle le fasse maintenant, enfin en juillet, pardon, ou qu'elle le fasse de manière concomitante à la Fed, ou en septembre, ça ne change rien. Comment on se diversifie dans ces marchés? On évoque la question à nouveau avec vous, Julien. Et ce qui était intéressant la semaine dernière, là aussi on en parlait hors antenne, c'est que tout le monde était focalisé sur les résultats de Nvidia. Alors Nvidia prend plus 12 dans la foulée de ses résultats. Elle avait perdu 10 et plus sur les 2 séances précédentes. Donc, au final, pas grand-chose de neuf. Sur l'ensemble de la semaine passée, le marché américain fait plus 1, le marché européen doit faire plus 2, et les émergents font plus 3. Non, mais on a l'impression qu'il y a une tentative quand même de ramener certains marchés très décotés à quelque chose qui serait un peu plus normal, peut-être. Je pense qu'il y a un petit effet rebond aussi sur le marché chinois post-Nouvel An. Donc, vu le poids de la Chine dans l'indice, forcément, ça joue un petit peu. Ouais. Donc, à mon sens, en tout cas, il n'y a pas ce genre de mouvement encore à ce stade. Il suffit c'est pas une grande tendance qui s'ouvre et qui débute, quoi. Non, il suffit de regarder un petit peu ce qui se passe sur les small et mid. Le Russell 2000 qui a 27% de son poids haut il y a quelques mois. Ouais. Les small cap européennes qui sont négatives depuis le début de l'année, enfin en tout cas pas loin de zéro. Donc globalement, on reste sur la même tendance, c'est-à-dire tout ce qu'on a dit avant, le concours de beauté, donc les secteurs qui ont un bon trend structurel, etc. Bon, on voit quand même des valeurs plus cycliques, plus industrielles, publier de bons résultats et bien réagir quand même. Bouygues, l'exemple du jour, Bouygues, par exemple. Oui. Donc il y a quand même des choses. Je pense d'ailleurs que c'est peut-être là qu'il faut aller chercher, puisqu'on part du principe que la croissance, elle est plus forte que ce qu'on avait attendu. Plus de récession, plus de soft landing aux États-Unis, mais no landing ou alors un ralentissement très, très léger. Finalement, ces cycliques qui sont pas chers, si elle continue de publier des bons résultats, il n'y a pas de raison qu'elle ne continue pas de regretter. Ça paraît légitime. On s'étonne même peut-être que la hausse ne se diffuse pas aussi à travers ces oui, mais parce que les flux, on en parlait avant, les flux, c'est sur les ETF. Donc, plus vous êtes gros dans les annonces, plus vous recevez de flux, plus vous payez, etc. Enfin. Et on le voit bien, la gestion active qui est devenue plus petite en termes de flux, c'est pour ça aussi que les small et mid, ça ne bouge pas. Ouais. Ça a monté un peu en décembre parce qu'à chaque fois, on a toujours la même histoire, fin d'année, début d'année, il y a un peu de réallocation, il y a un peu de flux qui vient dessus. Comme elles ne sont pas très liquides, forcément, ça les fait rapidement monter. Et puis, on a vu que c'était quand même un feu de paille. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des très belles sociétés et que les valorisations ne sont pas très basses, ce n'est pas le sujet. Mais le sujet n'est pas financier, en fait. Le sujet, c'est le trend. Le trend. Voilà. Combien de temps ça dure toujours compliqué à dire. On avait eu un moment avec la hausse des taux, un peu ce rééquilibrage où ils se sont dit j'augmente le taux d'actualisation, donc peut-être un peu moins de croissance, un peu plus de value. Bon, on voit que ça n'a pas duré très très longtemps, ce phénomène-là. Ouais. Oui, même si la baisse des taux s'est un peu calmée par rapport à la fin d'année. Et puis pour revenir sur les émergents, vous parliez de l'Inde tout à l'heure, la zone avec la plus forte croissance, ça a eu une performance c'est ce qui est le plus cher, c'est celle qui est le plus cher, qui a le plus monté, quoi. Et qui a une valorisation qui est plutôt importante. Donc l'Inde, je sais plus, on a 22, 23 ouais, c'est ça, la Chine, on a 8, 9. Ouais. Bon, voilà. Value trap. On m'a dit prime de risque action négative en Inde. Oui, possible. Parce que les taux sont à 7%, quoi. Donc, c'est possible. Donc voilà, donc pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de gros changements. Et je pense que s'il y a des gens qui doivent avoir des positionnements un peu contrariants, effectivement, ce sera plutôt sur des gros marchés liquides,
potentiellement la Chine. Parce qu'encore une fois, on parle de catastrophe, mais la croissance, c'est pas non plus catastrophique dans le pays. Alors, ils ont d'autres problèmes, le taux de chômage des jeunes, l'investissement direct étranger qui s'est effondré, etc. Mais tout n'est pas non plus noirissime en Chine. Ouais. Et 24 peut être une année effectivement plus positive sur le plan boursier. Si vous passez de 8 fois à 10 fois, c'est pas non plus des mouvements stratosphériques. Je voyais, Alibaba, ça génère quand même un free cash flow historique et l'action est au plus bas, quoi. Il y a quand même une déconnexion entre la réalité de certains mastodontes chinois et le prix que le marché leur accorde aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous intéresse en dehors pour sortir un peu justement de la tech et du trend aujourd'hui? Alors vous disiez l'obligataire court peut offrir de la protection, Laurent, dans l'univers action. Est-ce qu'on a envie comme ça d'aller mettre des touches ici et là sur des marchés pas chers? Vous parlez du Japon aussi, qui reste pas cher, quoi. Alors, si autour de la table, on est tous d'accord pour dire que la croissance est robuste aux États-Unis et qu'on voit qu'au niveau mondial, elle ne va pas décélérer, il y a un moment ou un autre, il faut se poser la question de regarder les cycliques. Ben oui, c'est ça. Et dans les cycliques, il y a plein de segments, il y a les financières. Tiens, tout d'un coup, on se dit que les taux ne vont pas baisser. Alors, on voit bien que le mécanisme en général est fonction de l'évolution des taux. On achète des banques quand les taux sont hauts, puis on a envie de les vendre quand on est dans un profit record, retour aux actionnaires record. Hein, donc j'aurais envie de dire, du secteur pour ceux qui ont envie, il y a sûrement des curiosités à les redécouvrir dans l'univers bancaire. Je ne vais pas citer de nom, mais je pense que voilà, les banques françaises, il y en a quelques-unes qui peuvent être intéressantes et qui n'ont pas eu des publications extraordinaires au cul. Notamment, oui. Voilà, donc j'ai envie de dire, la curiosité m'amènerait à aller la redécouvrir. Il y a des belles industrielles qui ont eu des vents contraires. Inflation, problème de chaîne d'approvisionnement, plus de pricing power. Vous avez un cycle qui repart, vous n'avez plus de problème sur le cycle des semi-conducteurs. Moi, je connais une très belle boîte aux États-Unis qui fait des smart metering. Elle monte trimestre après trimestre parce que tout d'un coup, la chaîne de production est enfin disponible. J'ai envie de dire, soyons curieux. Donc, peut-être pas les small, parce que c'est vraiment tout petit. Et de temps en temps, on se pose la question de est-ce qu'elles sont légitimes sur les marchés? Est-ce qu'elles ne devraient pas être privées, private equity ou ailleurs ou dans un conglomérat? Mais entre la méga cap et la small, il y a un truc qui s'appelle la mid. Les mids, ça peut être intéressant. Et là, on voit bien qu'il y a quand même un peu plus de réaction en ce moment sur les marchés. C'est plus que frétillé qu'elles font. Donc le facteur taille quand même joue dans cette affaire-là. Donc je pense que les mids sont un terrain de jeu qui peut être intéressant en termes d'expression en 2024, surtout si les banques centrales viennent à un moment ou à un autre redonner un peu d'amorçage à la pompe. Et ce qui est conso, Staples, à un moment, ça revenait un peu dans les discours, je sais pas, des salaires qui montent, une croissance réelle positive des salaires, non? J'y crois pas trop. C'est des boîtes qui étaient extrêmement chères à un moment. Elles ont aussi des qualités défensives, donc on imagine très bien les Unilever, Nestlé, Danone de ce monde, par exemple, pour parler de la discovery. Aujourd'hui, mon problème, c'est que je ne suis pas certain que le consommateur, même s'il se retrouve en facteur positif, parce qu'il a moins d'inflation et qu'il a des salaires qui sont... Est-ce qu'il va le traduire dans une réaccélération de la consommation ? Ou est-ce qu'il va aller le mettre là où ça peut nous ennuyer pour les banquiers centraux, dans les services, les loisirs, l'entertainment, etc. J'ai l'impression qu'on est quand même encore un peu dans le revenge spending et que ça continue. Que les gens ont envie de rattraper ces trimestres perdus, qu'on ne rattrapera jamais, mais qu'ils ont envie de les compenser. Donc non, ça ne m'intéresse pas tellement aujourd'hui. Ces boîtes très défensives, je n'arrive pas à leur trouver des qualités d'upside aujourd'hui. Il n'y a pas de trigger, il n'y a pas de facteur de catalyseur positif. Voilà, donc je regarderai les mids, je regarderai un peu les cycliques financières. Très clair. Sur les small et sur les mid, il y a quand même un point, en fait, il y a une nouveauté qui date de 2022. C'est qu'aujourd'hui, quand on calcule, quand on regarde finalement ce qui expliquait fondamentalement la performance de ce segment-là, c'était deux composantes, on va dire, très simples. Il y avait de la croissance et il y avait surtout des conditions monétaires et financières extrêmement accommodantes. Et donc là, globalement, c'était un boulevard. Bon, on se souvient effectivement de la performance des small caps françaises qui avaient littéralement, à un moment donné, explosé le compteur. Néanmoins, maintenant, quel que soit le niveau de croissance, en fait, vous pouvez faire ce que vous voulez. Tant que les taux, entre guillemets, ne baisseront pas, c'est peine perdue. C'est même pas la peine d'aller sur cette classe d'actifs, c'est beaucoup trop tôt. Il faut vraiment attendre le feu vert des banques centrales. C'est pour ça que ce sont elles qui vont décider, à un moment donné, à quel moment les small caps vont retrouver grâce. Non, mais c'est vrai, hein, donc vous tracez juste les taux américains, je ne prends même pas les taux européens, et un indice stock 200 small cap Europe, la corrélation, elle est quasi voisine de moins 1. Donc globalement, c'est les taux qui donnent le là sur ce segment-là, le segment des petites valeurs. Et un peu moins, effectivement, sur les moyennes valeurs, parce qu'il y a un peu plus de liquidité. Mais néanmoins, effectivement, il faut encore, encore une fois, je suis désolé, les banques centrales décident à peu près
de tout. Bon, alors une fois qu'on a dit ça, là encore, est-ce qu'il y a des opportunités ailleurs? On a parlé des émergents, et il y a un point notamment sur les émergents qui est très intéressant, c'est que certains pays émergents, notamment en Amérique latine, ont commencé leur normalisation de politique, enfin la décrue finalement des taux, à baisser les taux, pas toutes les banques centrales, je pense à une notamment, la Banque centrale du Mexique. Les taux sont à 11,5, d'accord? Donc de toutes les façons, on sait qu'ils sont collés au cycle américain. Ah oui, ils sont collés très près, à la Fed, de très près. Ils l'anticipent généralement d'un mois ou deux, enfin de 6 semaines généralement. Et donc globalement, on se dit à 11,5 de taux, globalement, si ça baisse, ils vont pas baisser, eux, c'est pas le genre de banque centrale à baisser de 25, d'accord? Donc ils ont de la marge. Et donc mécaniquement, il y a aussi de la valeur à tirer dans un marché qui progresse, parce qu'il bénéficie par ailleurs de la traction américaine d'une part, de toute cette thématique qui continue finalement d'alimenter également le secteur industriel, le nearshoring. Donc là aussi, la relocalisation de certaines entreprises, et c'est pour ça que la Chine souffre et continuera de souffrir. Un autre problème, je vois une parenthèse sur la Chine qui est à mon sens le plus grave, c'est les pressions déflationnistes qu'on est en train de voir. Oui. Donc ça, pour une économie qui enregistre encore de la croissance à 4,5, 5, avoir des prix à 0, voire même 0 moins, c'est véritablement le signe. Ça soulève des interrogations, oui. On a quelque part une crise de confiance qui est en train de se mettre en place. Donc, et ça, c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Donc, c'est pas du saupoudrage budgétaire qu'il faudra faire. Et donc, in fine, si on exclut la Chine qui pèse très lourd dans les indices, il y a encore des zones, effectivement. Donc, l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, donc encore une fois la traction américaine, la relocalisation, les politiques souverainistes entre guillemets industrielles, et puis des banques centrales qui ont encore un boulevard de marge de manœuvre, leur taux. Bien Exactement. sûr. Ouais. Tout ça, c'est positif effectivement sur l'obligataire et les actifs risqués. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Mabrouk Chetouane, Natix ICM, Laurent Dédier, Autingre, Banque Privée et Julien Kissrebert, Taylor Asset Management. Le dernier quart d'heure de Smartbourg chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de la gouvernance qui doit être vue comme un actif à l'origine de la création de valeur pour une entreprise. Et nous en parlons avec une experte de ces sujets de gouvernance, Caroline Vreeland, qui est à mes côtés en plateau. Bonsoir Caroline. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes notamment présidente de Songe Conseil et je le disais, vous êtes rompue à ces enjeux de gouvernance. Je peux le dire également, présidente du Cercle des administrateurs, Caroline, qui traite effectivement de ces questions de conseil d'administration et de gouvernance au sein des entreprises. La gouvernance est un actif clé. On n'a jamais autant parlé de gouvernance, et notamment avec l'essor depuis une décennie maintenant de l'ESG. Dans l'acronyme ESG, on retrouve E, environnement, S, social, G, gouvernance, évidemment. Pour autant, pas évident que les enjeux de gouvernance soient bien compris et bien appréhendés encore aujourd'hui, Caroline. Merci Grégoire de me donner la parole sur ce sujet qui est effectivement tout à fait essentiel. Et comme vous le faites remarquer, c'est devenu un véritable actif. Et un objet sur lequel, je dirais, maintenant tout le monde se penche avec beaucoup d'attention, notamment d'abord parce que il y a l'actualité économique nous démontre que souvent derrière de la destruction de valeurs importante, il y a des dysfonctionnements graves de gouvernance. Il suffit d'évoquer les dossiers de Worldline, de Casino, d'Atos, d'Orpea. Et que par ailleurs, on a pris conscience que finalement, la gouvernance était peut-être le cœur du réacteur. Et dans le même temps, c'est là qu'il y a une contradiction, c'est qu'il y a une mauvaise compréhension partagée de ce que doit être la gouvernance, notamment peut-être parce que le terme est tellement galvaudé, il y a de la gouvernance partout, on ne sait plus très bien de quoi il est question, et parce que aussi il est difficile d'apprécier de façon très concrète dans quelle mesure la gouvernance peut créer de la valeur. On sait qu'elle détruit la valeur lorsqu'elle est dysfonctionnelle, on a plus de difficultés à démontrer qu'elle crée de la valeur. Oui, c'est-à-dire que les exemples que vous avez cités nous montrent effectivement, d'ailleurs, l'ampleur de la destruction de valeur qui peut découler d'une mauvaise gouvernance. Démontrer l'inverse, qu'une bonne gouvernance est un facteur de création de valeur, est parfois plus compliqué. Mais qu'est-ce qui est encore confus derrière ces sujets de gouvernance selon vous, Caroline? Avec quoi est-ce qu'on confond encore peut-être l'idée de la gouvernance? La gouvernance, c'est pas la conformité, c'est pas la compliance. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que
Beaucoup d'entreprises se retranchent derrière une bonne observation des recommandations des codes de place, notamment pour considérer que dès l'instant que ces recommandations sont respectées, la gouvernance va pouvoir produire de la bonne décision et donc créer de la valeur. Et malheureusement, rien n'est plus erroné parce qu'une très bonne gouvernance sur le papier théorique peut se révéler extrêmement dysfonctionnelle. Juste 2 exemples historiques, c'est Enron en 2002 et c'est Orpea en 2022. Et pendant ces 20 années, il y a eu pour autant beaucoup de recommandations, beaucoup de papiers écrits sur ce que doit être la bonne gouvernance. Donc chez Songe, nous, on a une conception très claire de ce que doit être la bonne gouvernance. C'est certainement pas un outil de conformité. Deuxième remarque peut-être, c'est l'acronyme ESG qui contribue aussi à cette mauvaise compréhension de la gouvernance. D'abord en commettant une erreur de méthode qui est très importante, c'est-à-dire qu'on pourrait laisser penser que le G venant en dernier est finalement assez secondaire. Or, il n'y a pas de E et de S sans G. Et par ailleurs, le G n'est jamais une finalité, mais le G est un moyen. Il est au service de la stratégie. Et c'est ce que l'on défend dans notre conception, notamment de l'accompagnement de la gouvernance chez Songe, c'est qu'on cherche à démontrer que finalement la gouvernance, c'est l'outil qui permet d'optimiser l'exercice du pouvoir en vue de créer de la valeur, en mettant en œuvre la stratégie avec finalement trois relais, je dirais un triple cadre. Tout d'abord, le droit, la régulation, parce que ce sont les règles du jeu, et qu'il faut évidemment respecter la règle du jeu pour pouvoir bien jouer, mais ce n'est pas parce que vous connaissez les règles du jeu que vous êtes un bon joueur. Deuxièmement, l'humain, parce que le pouvoir, la gouvernance, c'est l'exercice du pouvoir, et le pouvoir, il est incarné. Et enfin, les parties prenantes, parce que l'entreprise, aujourd'hui, s'inscrit, son action se développe dans un contexte de nombreuses parties prenantes, qui sont souvent autant de contraintes avec lesquelles l'entreprise doit jouer. Vous dites, Caroline, la bonne gouvernance, la gouvernance solide, c'est pas juste le respect des codes de place. Quels sont les critères? Est-ce qu'il y a quelques grands critères quand même, selon vous, qui permettent de qualifier une bonne gouvernance, une gouvernance solide, qui a des chances de produire et de créer de la valeur pour l'entreprise et les parties prenantes? Je pense qu'une bonne gouvernance, c'est d'abord une gouvernance qui chasse un certain nombre d'écueils, des écueils importants. L'absence de contre-pouvoir. Le pouvoir doit mettre en face des contre-pouvoirs. L'absence de conflits d'intérêts, qui sont souvent très mortifères pour l'entreprise. S'assurer du bon fonctionnement des instances collectives. Au premier chef, le conseil d'administration. Et nous attachons une très grande importance à ce sujet chez Songe, car nous sommes convaincus que le fonctionnement du conseil d'administration est le reflet de la qualité de la gouvernance d'une entreprise. Et enfin, sujet très important, c'est la question de l'information. L'un des sujets les plus importants, c'est notamment la symétrie d'information qu'il peut y avoir au sein de l'entreprise. Et une bonne gouvernance, elle a comme première fonction de garantir la remontée d'informations et le bon partage d'informations en vue de pouvoir produire de la bonne décision qui va créer de la valeur, et tout cela dans un temps long. La gouvernance, elle s'apprécie dans un temps long, et comme on a pu le dire, ce n'est pas un outil de conformité, mais c'est en revanche un objet très vivant qui a vocation à évoluer. C'est-à-dire que la gouvernance, de façon évidente, la gouvernance d'une start-up n'est certainement pas celle d'une entreprise du CAC 40. Donc c'est une... Il n'y a pas un modèle. Il n'y a pas un modèle. C'est pas le modèle à taille unique pour tout le monde. Absolument. Or, malheureusement, là encore, souvent, les recommandations laissent penser qu'il y aurait un modèle unique, et dès l'instant que vous respectez ce modèle unique, vous êtes dans une forme de vérité, et là aussi, rien n'est plus erroné. C'est-à-dire qu'il y a autant de gouvernance que d'entreprise, il faut être très agnostique. Et la gouvernance, encore une fois, n'est pas une fin en soi, elle est au service de la stratégie. Donc pour bien comprendre si la gouvernance est adaptée, il faut s'assurer qu'elle est alignée avec la stratégie et qu'elle porte la stratégie. C'est l'exercice du pouvoir, l'efficacité des contre-pouvoirs, la qualité de la prise de décision, tous ces critères-là, c'est pour vous avant tout une question d'hommes et de femmes qui composent ces instances. C'est une question organisationnelle au sein de l'entreprise et des instances de contrôle, dirigeantes, etc. Est-ce que c'est aussi une question de moyens ? Est-ce que les conseils d'administration aujourd'hui ont tous les moyens à leur disposition, alors je parle moyens financiers, mais l'accès à l'expertise pour venir challenger un comité exécutif, un management d'une entreprise dont il est responsable ? Alors la question est complexe. Déjà, premier élément de réponse,
Il est évident que une bonne gouvernance, c'est une combinaison d'une structure qui est adaptée aux besoins de l'entreprise et qui est nourrie par les bonnes compétences et les personnes qui sont appropriées. Je pense que la question d'avoir la bonne personne au bon endroit est très importante. Je peux juste donner un exemple très, très pragmatique qui est la fameuse réflexion sur faut-il dissocier ou pas les fonctions de présidence et de direction générale. Et moi, je considère que je suis très agnostique. Ça renvoie finalement à l'exercice du pouvoir et à la capacité qu'on va avoir, dans le cadre d'une dissociation, le président et le directeur général à bien fonctionner entre eux. Donc on voit que là, c'est un vrai sujet d'hommes et de femmes, c'est incarné. Et il vaut mieux parfois un PDG moins bon qu'une dissociation qui ne fonctionne pas parce que les caractères ne peuvent pas s'accorder. Et ça, c'est un sujet qui est très courant. Et là aussi, il faut lutter contre les lieux communs. Le mieux est parfois l'ennemi du bien, en ce sens. Oui, ou en tous les cas, là encore, il n'y a pas de modèle préétabli qui soit le bon modèle. Il y a autant de circonstances. Et à certains moments de la vie de l'entreprise, il est pertinent qu'il y ait une dissociation. Il y a d'autres moments où il peut être pertinent qu'il y ait au contraire une confusion des fonctions. Et à charge pour l'entreprise et notamment la gouvernance de mettre en place toutes les instances de contre-pouvoir. Hein. On a un certain nombre d'outils. Donc, ça, premier élément de réponse. Concernant les moyens mis à disposition du conseil d'administration, ce qui est certain, c'est que les administrateurs, qu'ils soient indépendants ou pas, souffrent malgré tout d'une asymétrie d'information pour une raison très simple, c'est que le conseil d'administration est un organe intermittent, par opposition au management qui est un organe permanent. Les informations sont à la main du management, or le conseil d'administration, d'une certaine façon, dépend du management pour avoir les informations qui va lui permettre d'exercer ses missions, notamment de contrôle, puisque parmi ses fonctions premières, il lui revient la mission vitale de déterminer la stratégie et de s'assurer de sa bonne mise en œuvre par le management et notamment une fonction de contrôle et de surveillance. Donc cette asymétrie d'information, c'est un problème qui est majeur et qui est peut-être le point de départ de la réflexion, c'est-à-dire que l'administrateur ne doit pas prendre pour acquis que l'information qu'on lui donne est à la fois complète et impartiale, parce qu'elle est souvent et incomplète et partielle, alors même qu'il n'y a pas nécessairement de mauvaise volonté de la part du management, mais c'est structurel, avec peut-être une différence de traitement selon qu'on est un administrateur indépendant ou non indépendant. Lorsqu'on est non indépendant, on peut avoir plus de porosité avec le management et avoir donc moins souffrir de cette asymétrie d'information. Mais ce qui est certain, c'est que si on réfléchit à la manière d'améliorer ou de s'assurer du bon fonctionnement du conseil d'administration en tant qu'organe collégial, l'un des sujets majeurs, c'est le partage d'informations qui renvoie naturellement au rôle fondamental du président, puisque l'une de ses premières fonctions, c'est de veiller à la bonne distribution, au bon partage d'informations auprès des différents administrateurs. Pour finir, Caroline, et parler quand même de l'activité de Songe Conseil que vous présidez, à quel niveau vous intervenez? Quels sont les objets des missions qu'on vous confie, si je puis dire, du côté des entreprises? Alors, chez Songe, on a vocation à intervenir de manière, je dirais, générique à deux moments très différents. Il peut y avoir deux momentum, soit un contexte de crise, il y a une crise de gouvernance, une crise actionnariale, une crise au sein du conseil d'administration. Et là, notre feuille de route, c'est de vraiment optimiser, on va dire, l'exercice du pouvoir en temps de crise. En temps de crise, ouais. Et encore une fois, avec une préoccupation majeure qui est l'intérêt social. Donc, comment permettre à l'entreprise de surmonter au mieux cette difficulté, car lorsqu'il y a une crise de gouvernance, il y a de la destruction de valeur et c'est l'entreprise qui est la première victime. Premier temps d'intervention, second temps, qui est un temps parfois plus long. On vient nous chercher lorsque l'entreprise traverse un moment ou connaît un moment de transformation majeure. Ça peut être une transformation industrielle, ça peut être une transformation de business model, ça peut être également une transformation capitalistique avec des opérations de fusion, d'acquisition, de cession d'actifs. Et là, il y a un vrai besoin de réaligner la gouvernance avec cette transformation de manière à ce que finalement la gouvernance non seulement adhère mais porte cette transformation. Donc comme j'ai pu l'énoncer précédemment, la gouvernance étant un objet vivant, elle va là se métamorphoser pour continuer de porter au mieux l'entreprise dans le meilleur intérêt de ses parties prenantes.
Merci beaucoup Caroline. Merci d'être venue nous apporter votre éclairage, votre expertise sur ces sujets de gouvernance et le lien qu'il faut faire entre gouvernance et création de valeur. Je choisis de parler de création de valeur, mais ça marche aussi avec le phénomène de destruction de valeur quand la gouvernance n'est pas à la hauteur. Caroline Roeland, présidente de Songe Conseil et présidente du Cercle des administrateurs, qui était l'invitée de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir sur Bismart.